Bonjour à tous, ici Judge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. Mon cher ami Scott Ritter est avec nous. Scott, je voudrais prendre un moment pour explorer vos réflexions sur l'Ukraine à l'ère du président Trump. Mais avant cela, je dois vous poser des questions sur Israël. Est-ce un véritable cessez-le-feu ou simplement une pause inaugurale? Eh bien, je pense que c'est un cessez-le-feu. Ou du moins, Trump veut que ce soit un cessez-le-feu. Ce qu'il en adviendra, nous ne le savons pas encore. Mais Israël, ce n'est pas un stratagème de leur part. Israël a été contraint d'accepter cela contre sa volonté. Le gouvernement israélien a payé un lourd tribut. La coalition dirigée par Netanyahou s'est effondrée. Itamar Ben-Gvir, cet extrémiste ministre, a démissionné, emportant son parti avec lui. Ce qui est encore plus frappant, c'est que la dernière chose que Netanyahou voulait, c'était de ramener ses otages dans ces conditions. Il est actuellement sous le coup d'une offensive judiciaire, à juste titre. Les tribunaux israéliens le poursuivent pour avoir enfreint la loi, menti au peuple israélien et utilisé des informations classifiées pour tromper le public sur la question des otages. Le fait est que chaque otage mort à Gaza l'a été parce qu'Israël refusait de les libérer. Israël aurait pu conclure cet accord bien plus tôt, mais ne l'a pas fait. Et ce n'était pas à cause du Hamas, c'était à cause de Netanyahou. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures, et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Donc si c'était un stratagème, alors Netanyahou paie aujourd'hui un prix énorme pour cela. Apparemment, il a obtenu le feu vert pour nettoyer la Cisjordanie. Certains disent qu'il échange le cessez-le-feu à Gaza contre une offensive en Cisjordanie, mais cela pourrait également se retourner contre lui. Cependant, je pense que l'administration Trump est sérieuse quant à mettre fin à ce conflit. Regardez ce qui s'est passé. Trump n'a plus à se soucier d'une guerre contre le Yémen, car les Yéménites ont lié le cessez-le-feu à l'arrêt de leurs attaques de missiles balistiques contre Israël et de leurs attaques sur la navigation israélienne. Il n'y a plus aucune raison pour le Hezbollah de continuer le combat en défense du Hamas, car il y a un cessez-le-feu. L'Iran, de son côté, se désengage également. Cela crée des opportunités pour la paix, et c'est l'objectif stratégique de Trump. Maintenant, comment Israël gérera cela reste leur affaire. Mais j'ai le sentiment qu'il y aura une pression continue sur Israël pour ne pas violer le cessez-le-feu à Gaza. Écrit à ce sujet, et ce qu'a articulé Stephen Witkoff à propos de cet accord secondaire. Si les FDI, forces de défense israéliennes, retournent à Gaza pour une raison quelconque, même offensivement, et violant ostensiblement le cessez-le-feu, les États-Unis les soutiendront. Si Netanyahou veut étendre les colonies, vous venez de faire allusion à cela, par la force en Cisjordanie, les États-Unis les soutiendront également. Et ce scandaleux logiciel NSO Pegasus, ce logiciel d'espionnage zéro-clic, que Joe Biden avait interdit d'introduction aux États-Unis et avait forcé le FBI à mettre au placard, aurait ses sanctions levées, permettant aux Israéliens de le vendre ici. C'est le logiciel d'espionnage le plus pernicieux qui existe. Vous êtes probablement familier avec son fonctionnement. Acceptez-vous l'existence de cet accord secondaire? Netanyahou a laissé entendre qu'il possède des transcriptions de conversations qui reflètent les deux premiers points. Je ne suis pas si sûr pour le logiciel Pegasus, parce que je ne peux pas imaginer l'establishment de la sécurité nationale donner son feu vert pour qu'Israël puisse collecter des données massivement sur les Américains. Nous savons qu'Israël nous espionne régulièrement, et nous savons que l'administration Trump en est consciente. Mais dire, eh bien, nous savons que vous nous espionnez, alors voici de l'aide pour mieux le faire. J'ai du mal à imaginer cela. Mais pour les deux premiers points, je vais modifier la première déclaration. Ce n'est pas qu'Israël puisse entrer quand il veut. Je crois que si le Hamas viole le cessez-le-feu et qu'Israël est contraint de retourner à Gaza, alors les États-Unis soutiendront leurs décisions et toutes les tactiques qu'Israël emploiera. Nous ne leur lierons pas les mains.
Mais je ne pense pas qu'Israël puisse agir à sa guise sans aucune restriction. Sinon, il n'y aurait pas de raison d'avoir un cessez-le-feu. Je crois que le cessez-le-feu est sérieux. Si le Hamas respecte ses engagements, alors l'administration Trump ne donnera pas son feu vert à une offensive israélienne. L'établissement de la politique étrangère américaine, les sionistes en son sein, qui sont nombreux, peut-être même majoritaires, comprennent-ils que Netanyahou n'est pas digne de confiance? Commençons par le principal. Le sioniste en chef, le président des États-Unis. Il sait cela. Pourquoi pensez-vous qu'il a reposté le commentaire accablant de Jeffrey Sachs sur Netanyahou? Il connaît la vérité sur lui. Je pense que beaucoup des éléments pro-israéliens et pro-sionistes au sein du gouvernement américain et de l'administration Trump adoptent une approche similaire envers Netanyahou. C'est un menteur, un tricheur. Ce n'est pas un ami des États-Unis. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils séparent leur mépris pour Netanyahou, l'homme, de leur soutien à Israël, la nation. Oui, je le pense. Je crois qu'il en est à un point où il est un outil utile, mais il n'est plus un ami ou un allié. Non, Trump, comme je l'ai dit, a reposté la condamnation de Netanyahou par Jeffrey Sachs. Aujourd'hui, Trump comprend que Netanyahou n'est pas son ami. Il le voit comme un outil utile, mais pas comme un allié. Tous les noms, y compris Itamar Ben-Gvir, Philippe Geraldi, Stephen Witkoff et Jeffrey Sachs, ont été corrigés. Si autre chose nécessite une retouche, fais-moi signe. Voici un allié de Donald Trump qui lui soufflera des idées presque quotidiennement, et il veut que Trump, vous devinerez de qui il s'agit, bombarde l'Iran. Cette guerre ne se terminera jamais tant que le Hamas sera en charge de Gaza. Politiquement ou militairement, leurs jours sont comptés. La question suivante pour le monde est: que faisons-nous du programme nucléaire iranien? Voilà où nous allons maintenant. Il y a la diplomatie, mais il y a une chance sur 1 milliard de dégrader le programme nucléaire iranien grâce à la diplomatie. Il y a 90% de chances que vous le dégradiez par une action militaire menée par Israël avec le soutien des États-Unis. Le prochain sujet que j'aborderai avec le président Trump, c'est de profiter de ce moment pour anéantir le programme nucléaire iranien parce qu'il est si exposé. Aider Israël à Vous porter allez un lui coup suggérer de faire bombarder les installations iraniennes souterraines par Israël, des installations qui nécessiteraient un soutien militaire américain pour être réellement efficaces. Je vais préconiser l'anéantissement du programme nucléaire iranien. Je ne pense pas que la diplomatie fonctionne. C'est un régime nazi religieux. Ils veulent détruire l'État juif. Ils veulent purifier l'islam et nous chasser du Moyen-Orient. Ce serait comme négocier avec Hitler. J'espère qu'Israël mènera un effort pour anéantir ce programme nucléaire soutenu par les États-Unis. Et si nous ne le faisons pas, ce sera une erreur historique. Oui, je pense qu'il l'a fait. Il n'a pas lu le mémo. Trump s'éloigne des guerres impérialistes de choix. Vous savez, toute la campagne de Trump était axée sur le fait de nous désengager de ces enchevêtrements guerriers au Moyen-Orient. Les politiques consistant à intervenir et à jouer les gendarmes sont des échecs, et nous ne voulons plus de cela. Lindsey Graham n'a pas reçu de mémo, ou s'il l'a reçu, il est tellement rempli de haine qu'il refuse de le reconnaître. Il n'y a aucune chance que Donald Trump fasse quoi que ce soit de ce que Lindsey Graham vient de dire. Aucune chance. Tout va dans la direction opposée. Je sais que Bibi va essayer d'entraîner Trump, mais cela n'arrivera pas. Cela ne commencera même pas. La conversation ne commencera même pas. Parce que tout d'abord, Israël ne peut pas attaquer l'Iran sans nous, et nous ne jouerons tout simplement pas ce jeu. Et je suis assez sûr que nous avons dit à Netanyahou que cela n'allait tout simplement pas arriver. Trump a dit, pendant la campagne, qu'il voulait négocier avec l'Iran sur leur programme nucléaire, ce qui conduirait à la levée des sanctions et à la normalisation des relations. C'est le président des États-Unis, c'est un homme qui vient de prêter serment. Vous savez qui n'a pas prêté serment? Le commandant en chef des États-Unis d'Amérique, Lindsey Graham. Lindsey Graham est rempli de haine. Je ne vais pas le dire, mais vous savez ce que je veux dire. C'est un horrible Américain, un horrible être humain, et je ne sais pas pourquoi les habitants de la Caroline du Sud continuent de voter pour lui.
Mais il est un bouton sur le bas de l'histoire en ce moment. C'est tout. C'est sa seule fonction. Il n'y a rien dans ce qu'il a dit concernant la politique israélienne qui deviendra réalité. C'est exactement l'opposé de la direction que le président Trump veut donner aux États-Unis. Non. En fait, le chef du commandement révolutionnaire iranien vient de déclarer, par exemple, que l'opération True Promise 3, la massive attaque de 1000 missiles, eh bien, elle est hors de propos. Nous ne ferons pas cela. Nous ne cherchons pas à entrer en guerre avec Israël. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. En ce moment, le président iranien bénéficie du soutien du guide suprême, Ali Khamenei, pour engager des discussions diplomatiques avec les États-Unis, dans le but de mettre ce dossier nucléaire sous contrôle au point où les États-Unis pourraient commencer à lever les sanctions économiques. C'est la direction stratégique que veut prendre l'Iran, que veulent prendre les États-Unis, et franchement, qu'Israël veut aussi à ce moment. Et regardez, même les Israéliens disent qu'après l'effondrement du projet israélien concernant l'Iran, leur projet principal, depuis que Benjamin Netanyahou en a parlé en 1995, ce n'est plus important. Israël parle maintenant de la Turquie et de la menace à long terme qu'un renouveau de l'ottomanisme en Turquie pourrait représenter. Je pense que vous voyez là un changement stratégique en Israël également. Donc encore une fois, Lindsey Graham est complètement à côté de la plaque. Je suis critique envers l'animatrice télévisée qui l'interrogeait. Je ne sais pas qui elle est, mais elle a sous-entendu dans une de ses questions que les Israéliens ne seraient pas capables de détruire le développement souterrain nucléaire iranien sans l'aide américaine. C'est 100% vrai. Est-ce vrai? Bien, passons maintenant à un extrait vidéo sur lequel je pense vous aurez un avis opposé alors que nous faisons la transition vers l'Ukraine. Trump et Poutine, Chris, extrait numéro 8. Nous avons entendu son engagement à tout faire pour empêcher une troisième guerre mondiale. Bien sûr, nous saluons cette approche et nous félicitons le président des États-Unis nouvellement élu pour son investiture. Nous n'avons jamais été opposés au dialogue. Nous avons toujours été prêts à maintenir des relations pacifiques avec toute administration américaine. Je l'ai dit de nombreuses fois, nous aimons voir un dialogue construit sur l'égalité, le respect mutuel, en tenant compte des positions communes de nos pays sur un certain nombre de questions internationales, y compris le renforcement de la sécurité et de la stabilité politique. Nous sommes également ouverts au dialogue avec la nouvelle administration américaine sur le conflit ukrainien. La chose la plus importante ici est d'éliminer la raison fondamentale du conflit. C'est le plus important. Et pour ce qui est du règlement de la situation elle-même, son objectif ne devrait pas être un simple cessez-le-feu temporaire. Pas seulement gagner du temps pour se regrouper et se réarmer et poursuivre le conflit, mais une paix à long terme basée sur le respect des intérêts légitimes de toutes les personnes et nationalités vivant dans la région. Et bien sûr, nous allons nous battre pour les intérêts de la Russie et de son peuple. C'est en réalité l'objectif et le point de l'opération militaire spéciale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle Vladimir Poutine est le leader qu'il est. Il y a une raison pour laquelle la Russie en est là où elle est aujourd'hui. Est-il parfait? Non. La Russie a-t-elle fait des erreurs? Bien sûr. Mais le fond du problème, c'est que la Russie n'a jamais dévié de ses objectifs stratégiques. De ses objectifs stratégiques déclarés en ce qui concerne l'opération militaire spéciale. Et ces objectifs stratégiques restent les mêmes aujourd'hui. L'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN, et jamais signifie jamais. Pas dans 10 ans, ni dans 20 ans, cela ne se produira pas. C'est le discours de Kellogg, cette absurdité de l'amiral Kellogg. On va retarder leur entrée pendant 10 ans, c'est hors de question, et l'amiral doit le savoir maintenant. Tout le monde le sait maintenant, même Trump. Mais l'amiral continue de répéter la propagande. Deuxièmement, il n'y aura pas de conflit gelé. Si vous avez vu, eh bien, vous savez, Poutine a été très diplomatique et il a dit
Vous savez, nous ne cherchons pas à avoir un cessez-le-feu pour que les gens puissent se réarmer. La Russie a un coût énorme pour elle-même, acquis l'initiative stratégique et la domination dans ce conflit, une guerre d'usure, où la Russie a acquis la domination mathématique sur l'Ukraine. L'émission était Face the Nation. La questionneuse était Margaret Brennan. Elle a posé une excellente question et c'était Vladimir. Pour ceux qui écoutent uniquement l'audio, c'était bien sûr le président Poutine lors de l'inauguration de Trump hier. Trump a dit ce qui suit à propos de la guerre en Ukraine. Extrait numéro 13. Le président Zelensky aimerait avoir la paix. Il me l'a dit très fermement. Il aimerait avoir la paix, mais il faut être deux pour danser le tango. Nous verrons ce qui se passe. Allez-vous rencontrer le président Poutine quand il le souhaite? Je rencontrerai. J'aimerais voir ça se terminer. Des millions de personnes sont tuées, et elles sont tuées. C'est une situation violente. Et maintenant, ce sont en grande partie des soldats. Beaucoup de gens ont été tués dans les villes. Elles ressemblent à des sites de démolition. Le problème avec l'Ukraine, c'est que beaucoup plus de gens sont morts que ce que vous rapportez. Vous ne rapportez pas les vrais chiffres, et je ne vous en veux pas pour ça. Je blâme peut-être notre gouvernement pour ne pas vouloir publier ces chiffres. Beaucoup plus de gens sont morts que ce que vous savez. Savez-vous ce qu'il veut dire quand il dit qu'il y a eu beaucoup plus de morts que ce que vous savez? Il ne sait même pas ce qu'il veut dire. Avec tout le respect que je lui dois, Monsieur le Président, il répète des chiffres absurdes qu'on lui a donnés par Keith Kellogg. Vous savez, il a dit que 700 000 Ukrainiens et plus d'1 million de Russes sont morts. Eh bien, il n'y a aucune preuve de cela. Pas pour les Russes. Regardez, la BBC et Medusa, qui ne sont pas pro-russes, ont fait une enquête approfondie sur les nécrologies russes. Et ce que nous pouvons obtenir de ces données, qui se corrigent à peu près, c'est qu'environ 990 000 soldats russes du ministère de la Défense ont été tués dans les combats depuis le début de l'opération militaire spéciale. Juste pour mettre cela en perspective, les États-Unis ont perdu 58 000 Américains en 10 ans de guerre au Vietnam. Et c'est une tragédie nationale. Donc en 3 ans, la Russie a perdu 90 000. Maintenant, cela ne comprend pas les victimes de la République de Donetsk, ou de la République de Louhansk, de Wagner ou de sources non ministère de la Défense. Si vous additionnez le nombre total de morts pour les Russes, vous êtes dans une fourchette d'environ 150 000 à 160 000. Vous pouvez ajouter à cela, disons, 3 fois ce nombre. Vous regardez probablement un chiffre autour de 500 000 blessés. Donc, un total d'environ 650 000 à 700 000 victimes pour la Russie. C'est énorme, c'est un gros problème, mais ce n'est pas 1 million de morts. Les Ukrainiens, en revanche, nous parlons d'un minimum de 700 000 morts, peut-être jusqu'à 1 100 000 morts. Et puis vous ajoutez à cela les blessés, et vous savez, on parle de plusieurs millions. C'est le chiffre que Trump pourrait dire que nous savons être sous-estimés. Mais la vérité est que c'est l'Ukraine qui a souffert des pertes. Il y a une raison pour laquelle la Russie gagne la guerre d'usure, et c'est parce qu'il tue plus d'Ukrainiens.